Salut tout le monde! Le Tokyo Game Show approche à grands pas et comme chaque année, je réalise qu'il y a encore énormément de choses que je n'ai pas eu le temps de vous montrer de l'édition précédente. Alors avant que l'édition 2025 ne débarque, je vous propose de faire un petit tour du côté du stand de Konami de 2024 que l'on va visiter en deux parties. En plus de vous montrer ce joli stand, j'en profiterai pour vous présenter une bonne partie des jeux qui sont sortis depuis, comme par exemple Metal Gear Solid Delta. Ah, Konami qui est devenu le roi des rééditions et des remasters de ses grands classiques. Et 2024 n'a pas fait exception avec des grands noms de l'éditeur, Metal Gear, Silent Hill ou Suikoden. Et bien d'autres titres ont attiré mon attention et titillé mon cœur de rétro gamer. Et comme un bon pigeon, j'ai craqué et j'ai acheté une bonne partie des jeux présentés. Ce qui au final me permet de vous en parler et c'est plus pratique pour faire les captures des jeux. Le stand nous accueille dans la joie et la bonne humeur avec des infirmières qui respirent la santé. Elles font juste un peu peur. Le stand de Konami était principalement divisé en deux zones. À l'avant, les jeux Konami, et à l'arrière, les productions de leurs partenaires. Et c'est là qu'on trouvait le plus grand nombre et la plus grande variété de jeux. En façade, le stand était recouvert de larges bandes de LED qui balayaient aussi les côtés du stand. Et au centre, une grande scène où se déroulaient des démos et présentations. On passe tout de suite à droite du stand pour commencer par l'attraction principale, la zone Metal Gear Delta, le fameux remake de Metal Gear 3 que de nombreuses personnes sont venues tester. Et les places pour tester la démo sont parties en un clin d'œil. Cette zone reprenait le thème de la jungle du jeu, avec devant le staff qui distribuait même des visières en forme de crocodile, un clin d'œil direct à l'un des camouflages de Snake. On a eu la chance de croiser un cosplayer de Naked Snake. Je pense qu'il n'avait rien à voir avec l'équipe officielle, mais il collait vraiment bien à l'ambiance. On pouvait aussi manipuler des répliques d'armes pour se prendre en photo et se mettre dans la peau de Snake. Bon, j'ai essayé, mais avec ma tête d'ahuri, je suis sûr que je me ferais repérer par le premier garde venu. Bref, avec l'éclairage et cette brume ambiante, c'était plutôt bien fait. Ils en ont profité pour exposer un sweat à capuche et une veste. Devant cette jungle se trouvaient les postes de démonstration permettant de tester le jeu. Mais parlons un peu de ce Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Il s'agit d'un remake complet de Metal Gear Solid 3, sorti à l'origine sur PlayStation 2 fin 2004 au Japon. Un épisode important dans la série, car il revenait aux origines de la saga, nous plongeant dans les années 60, en pleine guerre froide, pour découvrir le passé de Big Boss, alias Naked Snake. Un titre qui pose enfin les bases du lien avec le Big Boss du tout premier Metal Gear sorti en 1987 sur MSX2. L'autre point qui m'a marqué, c'est son système, car il introduit de nouveaux systèmes de gameplay avec la gestion des blessures et la survie en milieu hostile. On doit désormais chasser pour se nourrir, ainsi qu'un nouveau système de camouflage, avec un pourcentage changeant en fonction de notre environnement, de la façon dont on se tient et bien sûr de notre tenue. Plus le pourcentage est grand, moins on a de risques de se faire repérer. Des concepts que j'avais trouvé amusants au début, mais sur la longueur j'ai fini par trouver ça lourd. La principale raison c'est parce que le menu met du temps à s'afficher, et en plus il y a plusieurs étapes de sélection avant de pouvoir valider. Et j'avais aussi pas mal galéré au niveau du contrôle de Snake, et les angles de caméra manquant souvent de visibilité. Malgré ça, ce jeu me laisse de bons souvenirs. En plus de l'avoir acheté sur PS2, sur PS3 en japonais, j'ai aussi acheté Metal Gear HD Edition, une édition présentée lors du Tokyo Game Show 2011. Et j'en profite pour sortir les images d'archives. Une édition HD qui sortira sur PS3 et Xbox 360 fin 2011 pour sortir ensuite en 2012 sur PS Vita. Elle contient Metal Gear Solid 2 et 3 en version HD, qui en plus de passer les jeux en HD 16 neuvième propose une plus grande liberté de contrôle de la caméra avec le stick droit. La version japonaise contient en plus Metal Gear 1 et 2 sortis sur MSX2. Et j'ai aussi acheté la version de Metal Gear 3 pour Nintendo 3DS. C'était d'ailleurs l'un des premiers jeux de la console que j'ai pu découvrir lors d'un salon organisé par Nintendo en 2011, avant même la sortie officielle de la console. Et cette version 3DS était aussi présente lors du Tokyo Game Show de 2011. Le contrôle de la version 3DS n'est vraiment pas simple, et avec cette visibilité réduite de l'écran, c'est tout de suite plus difficile. Et je me souviens que cette version 3DS m'avait assez impressionné par sa qualité graphique avec son effet de profondeur 3D. Et en regardant mes archives du TGS de 2011, je vois que j'avais filmé Monsieur Kojima, qui présentait déjà Metal Gear Solid Rising. Un chouette jeu et il me semble qu'il était prévu pour 2012. Mais les choses se sont compliquées, et il finira par sortir en 2013. En 2013 était aussi sortie la Metal Gear Legacy Collection sur PS3, une collection qui contenait entre autres les 2 Metal Gear sur MSX, les 4 Metal Gear Solid, Metal Gear Peace Walker et les 2 Metal Gear bande dessinée. Metal Gear bande dessinée dont le premier épisode est sorti à l'origine sur PSP en 2006,
et qui est connu hors du Japon sous le nom de Metal Gear Digital Graphic Novel. Et plus récemment, j'ai acheté la Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, incluant les versions Metal Gear 1 et 2 sur MSX2, les deux versions NES, Metal Gear Solid 1 sorti sur PlayStation, ainsi que les versions HD Remaster de Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3, avec tout un tas d'autres bonus, comme des galeries d'images et de musique et d'autres documents concernant la série. Cela me fait penser que je ne vous ai toujours pas montré le stand de Konami 2023, où était présentée cette collection. Et je possède toujours ma cartouche SNES de Metal Gear qu'on m'avait acheté gamin. Et j'ai bien dit Gear, car à l'époque petit, on ne savait pas du tout que ça se prononçait Gear. Et aujourd'hui encore, j'ai tendance à dire Gear. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des jeux que j'ai connus petits. Eh oui, cette série m'accompagne depuis longtemps. D'ailleurs, petite anecdote, le tout premier épisode de Netageos sorti en 2010 parlait déjà de Metal Gear. Pour continuer dans les anecdotes, qu'est-ce que j'ai pu chanter le thème de Snake Eater dans les karaokés japonais? Franchement, cette intro est vraiment classe. Depuis quelques semaines, Metal Gear Solid Delta Snake Eater est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et pour PC via Steam. Pour ma part, j'ai acheté la version PS5 et c'est cette version dont je me sers pour faire les captures. Le jeu a entièrement été reconstruit sous Unreal Engine 5. Résultat, niveau graphique, on est clairement monté en qualité. Fondamentalement, le contenu et le déroulé du jeu est le même que la version originale. Mais avec pour principale différence la possibilité de choisir entre le gameplay original et un gameplay modernisé en mode TPS avec une meilleure visibilité. Un nouveau mode plus facile à prendre en main, même si j'ai galéré car j'avais relancé des sessions sur la version originale avant la sortie du Delta. Résultat, j'arrêtais pas de me planter de boutons. Après, ça reste du Metal Gear, donc le contrôle demande quand même un certain temps d'adaptation. On remarquera aussi une amélioration de l'ergonomie des menus. Si avant je galérais, maintenant c'est beaucoup plus rapide de changer de camouflage. Concernant les dialogues et les voix, je ne vois pas de différence fondamentale avec la version originale. Mais j'ai constaté dans le passage où le paramédic parle à Snake de l'anniversaire de Godzilla, il est question du 70e anniversaire, alors que dans la version originale, il était question du 50e anniversaire, avec une brève allusion à l'Oscar que le film a remporté. C'est un détail, mais ça m'a fait sourire. Ils ont aussi revu les voix concernant les explications du contrôle pour correspondre à la nouvelle version. Cela me fait penser que le producteur M. Noriaki a précisé que pour certaines de ces parties, les voix ont été recréées numériquement. Et j'entends aussi une différence dans l'interprétation du thème de Snake Eater. Et puis il y a d'autres petites différences que vous pouvez toujours vous amuser à chercher. On remarquera aussi dans les options des filtres pour changer l'aspect visuel. On peut par exemple mettre le jeu en noir et blanc, ou avoir une colorisation proche de la version originale. Comme pour la version PS2 originale, pour la version PS5 il y a un mode Salugetsu ou S-Escape, dans lequel Snake doit attraper des pipeaux saleux, ces singes avec des gyrophares sur la tête. Pour les versions Xbox, il y a un mode Bomberman. Malheureusement, je n'ai pas de version Xbox pour faire de capture. Il y a un autre mode à découvrir une fois le jeu fini. En tout cas, je trouve cette version bien plus belle, avec un souci du détail indéniable. Et honnêtement, c'est agréable de pouvoir refaire Metal Gear Solid 3 dans ces conditions. Sur le stand, pour les chanceux qui avaient réussi à tester la démo, ils offraient un t-shirt Metal Gear Delta. Ils distribuaient aussi des calolimettes, les fameux biscuits énergétiques japonais. Un petit clin d'œil à la collaboration avec MGS3 où ces biscuits permettent à Snake de se rassasier. D'ailleurs, la team Netageos est toujours équipée de calorimètres lors des tournages au Tokyo Game Show, car on n'a absolument pas le temps de manger tranquillement. Pour finir avec Metal Gear Solid 3, une petite découverte que j'ai fait complètement par hasard à l'époque. Quand Snake est en cellule, si on sauvegarde et on charge la partie, il fait un cauchemar, qui permet de jouer à un autre mode de jeu. Ça m'avait vraiment surpris, pendant 2 minutes je comprenais pas ce qui se passait. Nous passons à la partie droite du stand pour une ambiance plus urbaine avec le coin Silent Hill 2. Au centre, un grand écran qui fait face à une zone servant de place pour la file d'attente avant de pouvoir rentrer dans un couloir peu rassurant, débouchant sur une salle où il projetait des images du jeu. Et comme l'endroit est très sombre et il n'y a pas énormément de place, on a préféré éviter de filmer à l'intérieur. Donc il présentait ici le remake de Silent Hill 2 sorti à l'origine en 2001 sur PlayStation 2, soit environ 1 an et demi après la sortie de la console. Et j'ai souvenir qu'on trouvait ce jeu graphiquement impressionnant. Personnellement, Silent Hill 1, sorti en 1999, m'a particulièrement marqué. Son ambiance flippante, ses énigmes tordues, et il m'a bien stressé avec ses caméras où tu voyais pas grand chose. Bon, c'était aussi dû à des contraintes techniques, et ce bruit de radio quand les monstres approchent. Et les combats, avec leur contrôle lourd et approximatif.
Après, ce genre de contrôle et de caméra, on était déjà bien rodé avec Resident Evil. Donc au final, j'ai pas lâché la manette, car le jeu m'a happé par son ambiance atypique, ce mélange de suspense et d'horreur psychologique. La version originale de Silent Hill 2 a repris les mêmes concepts, avec des angles de caméra oppressants, souvent avec un champ de vision restreint. Et le brouillard et cette obscurité omniprésente n'arrangent rien. Et toujours ces contrôles qui me donnent envie de mordre la manette lors des combats, dû en grande partie au mode de déplacement, où t'as l'impression de contrôler un tank. Tu fais pivoter le personnage avec les flèches gauche et droite, et pour avancer, t'appuies sur la flèche du haut et reculer avec la flèche du bas. La bonne surprise, c'est que ce Silent Hill 2 proposait un mode dit 2D, qui permettait de déplacer le personnage dans la direction où l'on poussait le stick analogique. Un contrôle beaucoup plus intuitif qui a été pour moi une petite révolution, comme avec Super Mario 64. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement naturel, mais à l'époque, il m'a fallu un temps d'adaptation. Et je me rappelle bien qu'au début, mes mains se crispaient quand il fallait contrôler un personnage avec ce stick analogique, que ce soit sur Nintendo 64 ou PlayStation. L'autre évolution de Silent Hill 2 original par rapport au premier, c'est qu'on pouvait désormais déplacer la caméra à l'aide du stick droit, lorsque l'on maintient le bouton L2 appuyé. Et bien sûr, pour la bande son, on a une fois de plus la participation de Monsieur Akira Yamaoka. Yamaoka-san que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, et c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. Son travail sur le son est difficilement dissociable de l'identité de la série. Silent Hill 2 a aussi bénéficié d'une collection HD sortie en 2012 pour PS3 et Xbox 360, soit environ un an après la sortie de la collection Metal Gear HD. Ce qui prouve une fois de plus que les remasters et autres rééditions ne sont pas un phénomène récent dans le jeu vidéo, bien que depuis quelques années ce mouvement a clairement pris de l'ampleur. La collection HD de Silent Hill contient Silent Hill 2 et 3. Et pour cette version HD de Silent Hill 2, ils ont ajouté de nouvelles voix. Mais au début du jeu, on a aussi la possibilité de choisir les voix originales. Elle contient aussi un scénario supplémentaire qu'il est conseillé de faire une fois le jeu fini. Concernant le remake de Silent Hill 2, sorti depuis bientôt un an, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais être bref. Comme Metal Gear Delta, ce remake tourne sur Unreal Engine 5, avec une évolution graphique évidente. On a désormais la possibilité de jouer en mode TPS, avec un gameplay modernisé. Les combats sont beaucoup plus dynamiques, on peut désormais esquiver, ce qui ne rend pas pour autant le jeu plus simple. Monsieur Yamaoka a de nouveau participé pour retravailler le son, et les voix ont été entièrement réenregistrées, avec un jeu d'acteurs plus profond. Et je trouve que ce remake donne une véritable nouvelle dimension à ce grand jeu. Et à la différence de Metal Gear 3, même si la trame principale reste la même, ils ont pris la liberté d'ajouter de nombreux éléments, de revoir les maps, la structure des établissements, et même de revoir les énigmes. On a affaire à un vrai remake et pas un remaster de haut vol. Honnêtement, j'aurais vraiment aimé qu'ils fassent la même chose avec Metal Gear 3. Mais va t'amuser à modifier quelque chose sans Monsieur Kojima. T'as une bonne partie des fans qui sont bons pour te casser la tronche. En résumé, pour moi, ça ne fait pas de doute, c'est un bon remake de Silent Hill 2. Meilleur gameplay, beaucoup plus agréable à jouer, et avec de nombreuses surprises, même pour ceux qui ont connu la version originale. Alors que ce soit pour ceux qui n'ont pas connu Silent Hill 2 original, ou même pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est l'occasion de découvrir ce jeu particulier sous un autre angle. Après, si les histoires lugubres et psychologiques ne sont pas votre truc, ça risque de coincer. Et je le redis, mais le jeu original m'avait bien stressé. Il s'y présentait les goodies que l'on pouvait obtenir avec les différentes éditions limitées. Je pense que les fans de la série ont déjà les yeux rivés sur Silent Hill F depuis un bout de temps. Un jeu qui ne va pas tarder à sortir et qui propose une histoire qui se déroule cette fois au Japon. Et au vu des trailers, c'est beau, mais c'est surtout pas rassurant du tout. Pour le scénario, on retrouve la participation de Ryukishi Zeronana, à qui l'on doit la série Higurashi no Nakukoro ni, qui semble être connue sous le nom Le Sanglot des Cigales en français. Une série qui n'est pas passée inaperçue au Japon, mais dont les avis sont partagés. En tout cas, Silent Hill F semble attirer la curiosité au Japon. Silent Hill F sera présenté lors du Tokyo Game Show 2025. Peut-être qu'on aura aussi des nouvelles du remake du premier Silent Hill. Pour finir avec Silent Hill, une petite anecdote. Après avoir fini le premier Silent Hill, j'ai découvert complètement par hasard qu'en laissant brancher sur le port 2 le Hyper Blaster, le gun de Konami compatible avec certains jeux PlayStation 1 et PlayStation 2, on pouvait l'équiper dans Silent Hill. Et là, tu pouvais tirer sans limite. Le problème, c'est que pour dégainer l'arme, il faut appuyer sur le bouton derrière le gun. Et pour tirer, il faut bien sûr appuyer sur la gâchette, tout en maintenant la manette pour diriger le personnage afin de viser. C'est le genre de petits secrets qui font vraiment plaisir quand on les découvre, et qui font partie du charme des jeux de Konami depuis très longtemps. Après, soyons clairs, on ne peut pas dégommer les ennemis en tirant sur l'écran. La gâchette remplace tout simplement le bouton de tir de la manette.
On continue sur la gauche pour passer devant le coin des jeux de sport, qu'on va traverser un peu en diagonale pour gagner du temps. Un coin qui présentait des jeux de baseball, avec en tête d'affiche évidemment la superstar absolue du moment au Japon, Shohei Ohtani. Et on commence par Powerful Pro Yakyu 2024-2025, avec l'une des mascottes du jeu pour nous saluer. C'est le dernier épisode d'une série culte, débutée en 1994 sur Super Famicom avec Jikyo Powerful Pro Yakyu 94. Le terme Jikyo veut dire commentaire en direct, et c'était la grande époque où Konami sortait plusieurs jeux Jikyo, avec l'ajout de voix digitalisées pour commenter nos parties. Jikyo Parodius, mais surtout le fameux Jikyo World Soccer Perfect 11, que l'on connaît chez nous sous le nom de International Superstar Soccer, un jeu qui avait fait un carton dans mon entourage. On y passait des après-midi entières. J'ai la forte impression d'avoir dit la même chose lors du Tokyo Game Show 2022. Et je me souviens aussi d'avoir bavé devant les images de Jikyo Powerful Pro Yakyu dans les magazines de l'époque. Les graphismes me paraissaient super colorés avec un caractère design chouette. Et comme avec ISS, Konami avait mis la barre très haut, je m'étais dit, ce jeu de baseball ne peut qu'être bon. Alors j'ai fini par l'avoir sur Super Famicom, mais évidemment sans rien comprendre au menu en japonais. Après 1994, Konami a continué de sortir des épisodes régulièrement, jusqu'à en faire une série phare au Japon. Powerful Pro Yakyu 2024-2025, sorti en 2024 sur PS4 et Switch, fête les 30 ans de la saga, avec toujours plus de contenu, de modes et de personnages farfelus. Shohei Ohtani y apparaît évidemment en tant que joueur vedette, ce qui est symbolique car il est né aussi en 1994. Au passage, la version PS4 est même compatible au VR. À côté, on trouve Pro Yakyu Spirits, l'autre grande série de baseball de Konami, beaucoup plus réaliste dans son approche. L'édition 2024-2025 fête les 20 ans de la licence. Une édition disponible sur PlayStation 5 et Steam. C'est un jeu qui déborde d'options et de modes. Un mode superstar pour créer son propre joueur et le faire évoluer. Un mode manager pour coacher une équipe. Et même un mode gestion façon patron qui vous met à la tête d'un club, mais du côté business et stratégie. Ce jeu a un contenu impressionnant, et il faudrait bien une émission entière pour chercher à le présenter. Mais il faut bien avancer sinon on va pas sortir de ce stand. On continue le long du stand sur la gauche pour passer derrière, là où se trouvait le coin consacré à Suikoden 1 et 2 Remaster. Lors du Tokyo Game Show 2022, Konami avait déjà préparé un coin Suikoden, qui, au début, était volontairement caché durant les journées presse, puis révélé uniquement pour les journées grand public. Une petite surprise qui m'a obligé à revenir en journée publique pour filmer. Pour l'édition 2024, le coin présentait encore plus de choses. Ils avaient aménagé un petit espace file d'attente à l'entrée, car ce coin a attiré du monde. Ce qui ne se voit pas forcément sur mes images car j'ai cherché à filmer quand il y avait moins de monde. Malgré tout, ça n'a pas été évident. Et comme j'avais pas envie de gêner, je me suis dépêché, du coup j'ai foiré la moitié de mes plans. Ici, on retrouvait les héros emblématiques du premier et du deuxième épisode. À l'intérieur, sur la droite, dans la partie supérieure, des tableaux avec des illustrations présentant les personnages. En bas, dans la vitrine de gauche, on pouvait voir différents documents ayant servi à la création de Suikoden 1. Des plans du développement du projet, des croquis de cartes. Le genre de choses que j'aimerais pouvoir consulter tranquillement. Plus bas, des illustrations présentant le caractère design du premier volet. Là, on peut voir les boîtes originales de Suikoden version japonaise et américaine. Et encore de belles illustrations bordant un tapis de souris. Dans la vitrine de droite, des illustrations pour présenter les personnages et leur design, mais cette fois-ci centrées sur Suikoden 2. Et là, une petite pièce marquante, un certificat attestant que Suikoden 2 avait remporté le prix du jeu de l'année en 1999 au Japon. Une reconnaissance qui montre bien à quel point la série avait marqué à l'époque. Sur le mur de gauche, on retrouvait des posters, des tapisseries et un t-shirt. En bas, dans les vitrines, divers goodies. Parmi eux, un projet de figurine Nendoroid du héros du premier Suikoden. Et surtout un nombre impressionnant de portraits de personnages de Suikoden 1 et 2. J'ai pas compté exactement, mais on doit être à plus de 200. Car que ce soit Suikoden 1 ou Suikoden 2, il est question de 108 personnages, les 108 étoiles de la destinée. Ce concept central de la série inspiré directement du roman chinois, Au bord de l'eau, Shui Hu Jue en chinois et Suikoden en japonais. C'est d'après cette histoire qu'est né le premier Suikoden sorti en 1995 sur PlayStation 1. En japonais, le titre exact du jeu, c'est Genso Suikoden. Genso signifie fantasy. Ce jeu est donc une fantasy inspirée du roman chinois. Pour moi, c'était vraiment le premier RPG sur lequel j'ai passé autant de temps sur cette console. Jusque-là, quand il s'agissait de RPG, je préférais jouer à la Super Famicom, car on manquait encore cruellement de RPG sur PlayStation et Saturn. Suikoden 1, graphiquement, n'était pas forcément plus beau qu'un RPG sur Super Famicom en 95, mais c'était enfin pour moi le premier RPG 2D solide pour PS1, après Ark the Lad, que j'ai trouvé trop court,
et Beyond Beyond sur lequel j'avais eu du mal à accrocher. Et là, je me suis laissé embarquer. Suikoden 1, c'était du tour par tour classique, comme je les aimais, avec un caractère design accrocheur et une bande-son magnifique, avec la participation de Miki Higashino, à qui on doit entre autres les superbes musiques de la série Gradius. Et surtout ce concept génial de pouvoir recruter plus de 100 personnages pour former une armée et faire évoluer sa propre base. Chacun a son histoire et il fallait être attentif à nos choix pour ne pas en louper certains. Avec en plus un système de bataille stratégique influencé par nos recrues. C'était pour moi la grande aventure. J'ai toujours ma version japonaise d'époque que j'avais achetée à Stock Games Jussieu si je me souviens bien, avec toujours à l'intérieur le petit feuillet en français qui est censé faire office de mode d'emploi. L'explication du jeu est la suivante. Il se passe des choses étranges dans ce lieu sinistre, découvrez de nombreuses énigmes dans une ambiance macabre. Et là je sais pas où ils ont vu une ambiance macabre dans Suikoden, on doit sûrement pas parler du même jeu. Plus sérieusement, ils ont dû sûrement recycler le même feuillet pour plusieurs jeux. Suikoden 2, sorti en 1998 au Japon, reprenait les bases du premier, avec un scénario plus mature, des personnages marquants et encore de remarquables musiques. Mais à titre personnel, c'était une époque compliquée. 98-99, j'étais très occupé professionnellement, afin de concrétiser mon rêve de venir vivre au Japon. Une époque riche en sorties, avec aussi l'arrivée de la Dreamcast, tellement de jeux à tester et peu de temps pour jouer. Résultat, très peu de temps pour profiter vraiment de Suikoden 2, que j'ai fait par morceaux, contrairement au premier, que j'ai fini à plusieurs reprises et que j'ai même streamé sur plusieurs live Twitch. Et voilà, on est déjà en 2025 avec un remaster HD des 2 premiers épisodes, sortis sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Steam. Le contenu reste identique, mais les graphismes ont été retravaillés, décors redessinés, effets visuels améliorés, et les illustrations des personnages redessinées, ce qui fait quand même beaucoup de dessins à faire. Là encore, j'ai la forte impression d'avoir dit plus ou moins la même chose lors du Tokyo Game Show 2022, mais je n'ai pas dit qu'on pouvait accélérer la vitesse des combats par 2, que dans la version japonaise Switch on pouvait sélectionner le français, ce qui est dommage c'est qu'on peut pas changer la langue en cours de route, et qu'il y a aussi un mode galerie avec du contenu à débloquer en progressant dans les jeux. Personnellement, j'ai pas trop réfléchi et je l'ai pris directement sur Switch, en espérant pouvoir refaire Suikoden 2 proprement cette fois-ci. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir revisiter ces grands classiques sur des consoles modernes, ce qui permet aux jeunes générations de pouvoir les découvrir et de comprendre pourquoi on radote sur certains titres. On s'arrêtera ici pour cette première partie de la présentation du stand de Konami du Tokyo Game Show 2024. Même en essayant de rester concis, il m'a quand même fallu une vidéo de plus de 20 minutes pour couvrir seulement une partie du stand. Alors bien sûr, si j'évitais de sortir toutes ces références, ça irait plus vite. Et surtout, je passerais bien moins de temps à faire des captures de jeux vidéo et des incrustes de texte. Mais que voulez-vous, c'est le concept de l'émission et un bon prétexte pour moi de jouer. Et dans la partie partenaire, il y a encore plus de jeux à présenter. Vous comprenez maintenant pourquoi il m'a fallu autant de temps pour traiter le stand de Konami et aussi pourquoi je n'ai pas pu vous le montrer plus tôt. Pour moi, c'est important de partager un maximum de choses autour de ce grand événement japonais qui est le Tokyo Game Show, même si ce n'est pas de la toute dernière fraîcheur. Je veux laisser une trace, une sorte d'archive de ce qui a été montré dans ce salon, avec un minimum de qualité. Bien sûr, je ne peux pas tout couvrir, mais au moins garder une mémoire de ce que j'ai pu voir sur place. Alors n'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientot. Salut, sayonara.